Bonjour à tous. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu le bilan de mes travaux. Je suis ingénieur. Alors, j'ai mis ingénieur pour ne pas mettre ingénieur de recherche, parce que je suis avant tout ingénieur. Aujourd'hui, je suis ingénieur de recherche, mais j'ai passé plus de 30 ans à réaliser les choses. Et donc, c'est une particularité de mon profil. Et il y a l'année dernière, j'ai essayé de monter un projet de recherche qui s'appelle WeCare, entre autres avec l'assistance de Muriel, projet qui a échoué, mais duquel je pense on peut tirer certains enseignements, et c'est un peu ça que je veux partager avec vous. Donc Muriel m'a appelé, je crois, au début de semaine. Je n'étais plus du tout là-dedans. Ça fait plusieurs mois que j'essaye de tirer une leçon de mon échec. Et donc j'ai monté très rapidement cette présentation, mais ça m'a aidé à mettre mes idées au clair. Et donc je vais les partager avec vous. Donc c'est la première fois que je présente, donc un petit peu vous pourrez m'excuser si ce n'est pas parfait. Par contre, évidemment, vu les conclusions, c'est un message qu'il faut porter plus loin. Donc, je suis vraiment intéressé à ce que vous écoutiez avec une vision critique, s'il y a des points qui sont incompréhensibles ou qu'il faut améliorer, parce que forcément, moi ou quelqu'un d'autre, il faudrait porter ce message plus loin. Voilà, donc je suis avant tout ingénieur, architecte sécurité. En gros, j'ai fait plein de métiers, mais pendant presque plus de 30 ans, je travaillais dans une grosse société de services. C'est là que j'ai rencontré Muriel, où l'essentiel de mon travail, c'était de sécuriser les entreprises, les administrations. J'ai beaucoup travaillé dans la défense. J'insiste là-dessus parce que c'est des domaines où la sécurité est très importante et où on met tous les moyens possibles pour sécuriser les données, les systèmes d'information, etc., les moyens et les process. Et c'est tout ce savoir-faire, je pense, qui pourrait être intéressant pour lutter contre la pédocriminalité. Donc depuis 2023, donc j'ai quitté mon entreprise et je me suis retrouvé un petit peu par hasard en ingénieur de recherche, même si c'est une activité que je faisais un petit peu avant. Donc aujourd'hui, je suis ingénieur de recherche pour 3 ans. Je suis en CDD. Dans 3 ans, je quitterai Télécom Sud Paris et plus particulièrement, je pilote un gros projet de recherche européen de standardisation et partage d'informations pour renforcer la lutte contre la cybercriminalité. Alors pourquoi je l'ai mentionné? C'est pas pour me mettre en avant, même si c'est un très beau projet, mais c'est parce que c'est cette spécialité dans la standardisation des informations qui a fait que Muriel m'a contacté la première fois en me disant, mais ça pourrait peut-être nous servir en pédocriminalité. Et elle avait tout à fait raison. Et tout ce que je fais dans mon projet européen, parfois, parce que je n'ai pas toujours le temps, je me dis, mais ça colle tellement à ce qu'il faudrait faire en pédocriminalité. C'est les mêmes concepts, c'est les mêmes concepts, eh bien qu'il faudrait transposer à la pédocriminalité. Donc, depuis que je suis en 2023, un peu par hasard, Muriel m'a contacté à propos de cette histoire de format. Et puis, bon, je ne sais pas comment expliquer parce que je ne suis pas une victime. Je n'ai même pas d'enfant, donc je n'essaie même pas de protéger personne. Mais je trouvais le sujet intéressant et j'ai commencé à creuser. Donc, j'ai une culture. Enfin, c'est spécial parce que j'ai passé des heures devant des témoignages sur YouTube, à écouter des podcasts, beaucoup de podcasts anglais parce qu'il y a plus d'informations, il y a plus de recherches et je me suis fait, je dirais, une sorte d'idée, ma propre idée de la situation. Et assez rapidement, j'ai dit à Muriel, mais on ne va pas s'en sortir. C'est formidable le boulot que font les associations, hein, je ne le critique pas, mais ce n'est pas à coup de petites associations à droite de choses qui ne sont pas synchronisées qu'on peut y arriver. Je dis, moi, tout ce que je sais faire, c'est des projets avec un début, une fin, des spécifications, une équipe, un budget, et il faudrait faire ça. Et puis à un moment, je me suis dit, ben, j'ai déjà essayé de déposer un projet de recherche et un peu en catastrophe parce qu'il y avait un créneau. J'ai eu cette idée en septembre et juste à ce moment-là, il y avait un créneau à l'ANR
où on pouvait déposer ce qu'on appelle des projets génériques, c'est-à-dire c'est vous qui proposez le sujet. Et l'idée, en gros, ben, c'est ce qui a marqué là, recherche de moyens opérationnels inspirés de la cybersécurité et de l'ingénierie système pour lutter contre la pédocriminalité. D'une manière plus simple, c'est utiliser tout le savoir-faire que moi et d'autres ont dans la cybersécurité et plus globalement dans l'ingénierie des systèmes pour les mettre à disposition de la lutte contre la pédocriminalité. Donc le projet a été, il y a plusieurs échanges, etc. Et puis à la fin, en août 2024, on apprend que le projet n'est pas retenu, ce qui a été un choc parce que je ne pensais pas qu'il pouvait se permettre de ne pas retenir un tel projet parce qu'il n'en a aucun. La France, où il n'y a rien qui est fait. Et en même temps, le projet était d'une qualité imparfaite, puisque forcément, j'avais fait au dernier moment. Donc c'est ça qui a joué plus que l'intérêt du projet, mais je vais expliquer tout ça. Donc, ce que je propose de faire aujourd'hui, je vais commencer. Alors, vraiment, j'ai préparé toutes ces planches très rapidement. Je vais commencer par partager, vous présenter mon humble bilan. Donc, j'insiste, hein, moi, je ne veux pas donner des leçons, même si des fois je suis très critique, mais j'apporte ma vision de quelqu'un d'extérieur qui est avant tout, j'insiste là-dessus, un ingénieur. C'est-à-dire que moi, je suis habitué à résoudre des problèmes compliqués pour mes clients, quel que soit le domaine. Alors, bien sûr, c'était souvent technique, mais j'ai travaillé pour le nucléaire, j'ai travaillé pour la défense, j'ai travaillé pour la banque. Alors, je ne suis pas du tout expert là-dedans, mais j'ai l'habitude d'écouter, d'essayer de comprendre et d'essayer de trouver des solutions. Donc, je vais vous présenter mon bilan. Après, présenter les axes de recherche que nous avions proposés, parce que cela, même si le projet n'a pas été retenu, et je pense qu'il reste très pertinent. Un petit texte, un retour d'expérience sur le projet lui-même, et enfin mes conclusions. Muriel, tout va bien? Vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait, je te remercie. Ok, je continue. Alors, je vais commencer par cette planche sur le constat et on ne va pas la regarder ensemble parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent tout ça, mais j'ai récupéré une planche que j'avais lorsque je présentais le projet WeCare pour essayer de trouver des partenaires. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette planche, c'est qu'il y a deux chiffres qui sont importants, c'est 160 000, c'est ce qu'on estime être le nombre de mineurs, et 10 milliards, c'est le coût. Je pense que tous les chiffres sont intéressants, mais peut-être au milieu de tous ces chiffres, les plus importants, c'est ça, parce que 160 000, c'est l'impact, et l'impact humain, on dirait, et 10 milliards, c'est l'impact financier. Bon, bah, il se trouve que si on cherche un peu, le 160 000, on ne sait pas tout à fait d'où il sort. Enfin, on sait, c'est une association de Muriel Salmona qui a fait une estimation à un moment en faisant des extrapolations, etc. Mais on n'a pas le détail de ce calcul. Et le 10 milliards, il sort, je crois, celui-là de la Civis. L'enfant bleu avait dit 2 milliards avant. Récemment, a priori, une étude de Lancet dit 38 milliards. Alors, je voulais mettre en avant à quel point tout ça c'est compliqué, à commencer pour moi, enfin, en tant qu'ingénieur, parce que déjà, moi, je, pour combattre quelque chose, il faut avoir des données. Des données. Et en fait, c'est très difficile d'en avoir. Mais le plus important, c'est pas ça, parce que c'est pas grave si c'est 60 000, 140 000, 100 000, etc. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment il a été calculé et surtout de le calculer chaque année. Et c'est ça qui manque, c'est que euh, on n'a pas une vision, on ne sait pas comment les choses évoluent. Alors c'est peut-être normal puisque jusqu'à maintenant tout le monde essayait d'ignorer le principe. Mais la première chose à faire si on veut combattre, c'est déjà de savoir ce qu'on combat. Et même si l'approximation est imparfaite, ben, il faut la faire chaque année pour voir si on s'améliore ou ça s'améliore pas, ou si au contraire, si les choses empirent. Aujourd'hui, on est un peu dans le flou, et pareil pour le coup.
Alors là, par contre, je vais reprendre un peu, ça c'est une planche que j'avais, mais je trouve qu'elle est importante, en tout cas c'est ma vision. Moi j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le parent pauvre de la criminologie, c'est-à-dire c'est un problème extrêmement complexe. On a un mélange du social, du médical, du juridique, je ne vais rien vous apprendre. C'est un problème très sensible, ça par contre c'est particulier, parce que personne n'ose en parler. Avant c'était caché, maintenant on commence à prendre conscience, mais ça reste encore très compliqué, c'est très difficile, pas pour tout le monde, mais les victimes elles-mêmes, elles ont du mal à le dire qu'elles ont été victimes, ou encore moins à raconter ce qui leur est arrivé, etc. Donc c'est très particulier quand on veut résoudre un problème et qu'on n'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est compliqué, mais c'est à prendre en compte. Les pédocriminels sont potentiellement partout, c'est pas du complotisme, mais c'est pour dire, ils sont potentiellement partout, dans tous les milieux, donc lutter contre ça, c'est très compliqué, parce qu'on peut même être dans une association qui lutte, et au milieu, il y a un pédocriminel, donc ça, c'est un fait qui est compliqué. Et puis, ce que j'avais dit à Muriel au tout début, moi qui viens de la cybersécurité, où je vois qu'il y a plein d'argent, il y a des salons, il y a trop de solutions, ben, la grosse différence, c'est que l'enfant n'a pas vraiment une valeur marchande et donc il n'y a pas de marché. Il n'y a personne qui est intéressé, en tout cas pour l'instant, pour trouver des solutions, pour développer des solutions, pour amener, puisqu'on on voit pas directement le coût. Donc il y a plein de gens, des associations, des fédérations qui luttent et j'insiste, je remets pas du tout en cause leur travail, mais c'est impossible de lutter contre quelque chose d'aussi complexe d'une manière si désordonnée, désordonnée au sens où chacun essaye de faire ce qu'il peut. Alors, et à nouveau, heureusement qu'ils étaient là, mais mon idée de fond, c'est que il faut passer la vitesse supérieure. C'est ça que je suis en train de donner la conclusion. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas y arriver si on ne coopère pas. Je dirais même c'est pire parce que à cause ou grâce à Internet, je pense maintenant les pédocriminels, eux, coopèrent. Ils échangent des adresses, etc. Et ils sont peut-être même en avance par rapport à ceux qui luttent. Les commissions et leurs recommandations se succèdent. Là, je suis un petit peu critique. Je vais l'être sur la planche qui suit. Il y a quelques solutions techniques, mais pour l'instant, beaucoup de choses sont faites à la main et de manière un peu artisanale. Donc ça, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est plus compliqué, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a sûrement un- un facteur de progression déjà simple en amenant un peu des outils, pas des outils magiques, hein, mais en automatisant ce qui est aujourd'hui fait à la main. Et puis, ce que j'ai remarqué, et ce que Muriel m'a confirmé, alors pour le coup, la France, il y a très peu d'activités de recherche sur le sujet. Enfin, moi, j'ai rien trouvé, hein. J'ai trouvé une thèse sur la pédophilie, mais sur la pédocriminalité, la lutte, il y a très très peu de choses. Alors, peut-être qu'il y a, mais en tout cas, il y en a sûrement moins que dans certains pays anglo-saxons. Je crois que c'est en Australie qu'on a vu, dans certains pays, il y a beaucoup plus. Donc, d'une manière schématique, je dis, on a 30 ans de retard par rapport à la cybercriminalité sur lequel on fait de la recherche, on fait des développements, on propose des outils, on propose des méthodes, etc. Pendant que les pédocriminels, eux, se modernisent grâce à Internet. Alors, un mot sur les recommandations, et j'espère ne froisser personne, mais tant pis, puisque après tout, c'est mon avis. Donc, bon, j'ai commencé par les recommandations de la Civis et j'ai un avis très, 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 très partagé dessus. Mais après, je me suis rendu compte en cherchant bien qu'il y avait d'autres choses. Bon, j'ai trouvé le manifeste contre la pédocriminalité. La SIAZ, c'est impressionnant parce qu'il y a encore 2 heures, j'étais en train de préparer ces planches et je ne l'avais pas lu en entier, j'avoue, mais j'ai trouvé des choses extrêmement intéressantes dans la SIAZ qui ne sont pas reprises dans la Civis, dans l'association Parole Libérée aussi. Et puis je me suis rendu compte, bon, ça je n'ai pas étudié, mais en fait, il y en a dans tous les pays. Tous les pays font leurs recommandations. Donc, ce qu'on appelle l'analyse du besoin, l'expression du besoin, il est fait, il y en a plein. Par contre, je vais peut-être commencer par ça avant de critiquer la civile. Il y a, je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas de consolidation des réflexions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait des recommandations, on dirait qu'on part de zéro. Euh, Par exemple, la Civis, forcément, ils auraient dû reprendre la SIAZ. Après, enlever tout ce qui était église et garder tout ce qui était commun.
Tandis que là, on dirait qu'ils ont repris. Donc la Civis, c'est très orienté juridique, parce qu'il y avait le juge Édouard Durand. Alors que la SIAZ, il y avait plus de l'opérationnel. Il y avait beaucoup d'églises qu'on ne peut pas récupérer, mais il y a pas mal d'opérationnels. On- les recommandations, elles sont chacun, et ça c'est normal, elles sont données comme ça. On donne les recommandations, on ne dit pas combien ça coûte, on ne dit pas combien il faut faire. Nous, en ingénierie, on appelle ça l'expression du besoin, c'est-à-dire que l'utilisateur dit voilà de quoi j'aurais besoin. J'aurais besoin qu'on fasse ci, j'aurais besoin qu'on fasse la prévention, j'aurais besoin qu'on change la loi, etc. Mais maintenant, l'étape suivante, c'est de prendre tout ça, consolider, analyser, évaluer, faire des choix, etc. On ne peut pas juste dire, bah, faut dérouler les recommandations. C'est pas possible. C'est comme si quand vous faites une maison, je dis, ben, je voudrais une belle fenêtre, un truc sur le nord, etc. Mais à un moment, il faut que l'architecte, il s'asseye, il fasse un plan, qu'il dise, je vais faire venir le plombier, le machin. Ben là, c'est un petit peu pareil. Alors, je reviens sur le bilan de la Civisa. Alors, pourquoi je suis très critique? Parce que aujourd'hui, ça semble être la solution. Il faut dérouler les 81 recommandations. Donc, j'insiste, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas les dérouler. Mais ça ne suffit pas. Dans ces- il manque des parties énormes, donc il faut rapidement les compléter, peut-être même nettoyer, mais il ne faut surtout pas partir de ça. Enfin, c'est mon opinion. Alors, d'abord, un petit mot sur les 30 000 témoignages, et là, c'est l'ingénieur qui parle. Si on dit qu'il y a 5,5 millions de personnes qui, à un moment ou à un autre dans leur vie, ont été agressées, 30 000 témoignages, c'est 0,005%. Donc, en même temps, ça semble beaucoup, mais en fait, c'est très peu. Donc, ça faisait toute une histoire, mais je comprends que c'est difficile, mais je pense que peut-être avec d'autres méthodes, peut-être, on aurait réussi à avoir plus, ou en tout cas, c'est l'objectif. Parce qu'on ne peut pas analyser un problème et suivre un problème si, il faut vraiment améliorer le 0,05%. Bon, ça a été démarré en septembre 2021. Il y en avait 16 000 en 2022, après 14 000. En fait, c'était plutôt en train de descendre. Et surtout, ce qui m'a choqué quand j'ai lu, et ça c'est marqué dans le rapport, c'est que la moyenne d'âge des témoins, c'est 44 ans. Donc, et 9 avaient déjà parlé, 9 sur 10. Donc en fait, sur 30 000, on a 3 000 nouveaux témoignages. Je suis un peu rapide, mais parce qu'ils ont parlé déjà, mais on n'a pas récupéré ces informations. Donc il faut qu'ils reparlent pour la Civise. Et demain, il faudra qu'ils reparlent. On ne conserve pas ça. Et la moyenne de 44 ans, ça, je trouve que c'est très inquiétant parce que on ne peut pas construire une politique de lutte en s'appuyant uniquement sur des choses qui se sont passées il y a 40 ans. Parce que aujourd'hui, avec Internet, etc., les dangers sont différents. Il y a des choses qui sont communes sur l'inceste, etc., mais il y a une grosse partie qui n'est pas là. Après, là, récemment, j'ai regardé un peu plus le détail des recommandations et voilà ce que je dis. Ben, il y a 40, la moitié des recommandations, c'est du judiciaire. Et moi, je trouve qu'il devrait y avoir plus de prévention, par exemple. Et après, j'ai regardé le détail. Alors, je n'ai pas lu, je n'ai pas eu le courage de lire le document. J'ai fait une technique d'ingénieur, j'ai recherché des mots-clés. Donc, je suis allé voir le chapitre sur la cyberpédocriminalité, c'est 10 pages sur 753. Ça, c'est pas possible. On parle beaucoup de violence, de victimes, etc. Mais les réseaux sociaux, c'est cité 12 fois, Internet 13 fois, sextorsion, ça n'existe pas, sésame, trafic. Enfin, c'est pour montrer que forcément, si on s'appuie sur des témoignages qui ont 44 ans, ben, on a des faits d'il y a 44 ans. Donc, à cette époque, ben, tout ça, ça n'existait pas. Et donc, c'est très important. En fait, il faut s'appuyer là-dessus, mais il faut très, très rapidement compléter ça avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs un peu ce qui était dans les objectifs de la Civis 2. Et ensuite, je suis très critique sur le recueil de 52 pages parce que je ne pense pas que ce soit ça qui va faire peur aux pédocriminels.
aujourd'hui, il faut passer de l'émotion à la réaction. Il faut agir. Alors, par contre, dans les recommandations, et c'est des choses que j'ai reprises dans mon projet, j'ai trouvé deux rapports au moins qui ont des recommandations qui me semblent essentielles. Donc, l'association Parole Libérée, c'est leur première recommandation. C'est déjà de disposer de statistiques fiables et évolutives. C'est exactement ce que je disais. Et mieux encore, et on dit il faut prendre un organisme de recherche pour définir une méthodologie, des critères, etc. C'est la fameuse standardisation des informations dont on parlait, dont Muriel m'avait parlé au tout début, c'est-à-dire que il faut collecter l'information, il faut la réunir, mais pour qu'on puisse la consolider, faire des statistiques, etc., il faut que tout le monde ait le même format. C'est ce qu'on appelle la standardisation et ce qu'eux disent avec leurs mots. Définir une méthodologie, des critères, alors je suis désolé parce que j'ai un bout de la page que je ne vois pas, et des termes qui seront identiques. C'est exactement ça que je fais en cybersécurité pour la détection des cybercriminels, ben, il faut faire exactement la même chose en pédocriminalité pour la détection des pédocriminels. Et je dis bien tous les pédocriminels, les cyberpédocriminels, mais aussi les pédocriminels en physique. Donc, centraliser ces informations et dresser un état annuel. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a proposé dans WeCare. Et on retrouve un petit peu la même chose dans la SIAS, c'est en recommandation numéro 2, donc c'est quand même très important, suivre et évaluer les situations de violence, produire un rapport annuel. Là, il n'explique pas comment le faire, mais ça revient exactement à la même chose, parce que si on veut produire un rapport annuel, il faut avoir des données. Si on veut avoir des données, il faut qu'elles soient toutes les mêmes, etc. Alors, une planche qui sera peut-être un peu compliquée, je l'ai fait en vitesse pour aujourd'hui, c'est pour vous dire pourquoi on, on pense, parce que l'idée vient de Muriel, mais moi je l'ai encore plus réfléchi dessus, c'est qu'il y a des similitudes entre cyberpédocriminalité et pédocriminalité. Donc d'abord, si on compare une attaque informatique et une agression d'un enfant, ben, une agression d'un enfant, vous savez ce que c'est, il y a un enfant, un agresseur et il y a une agression. C'est-à-dire ça peut être un attouchement, un viol, une exhibition, etc. Ben, en informatique, on a une cible, c'est le hacker, comme on dit, une source. Alors, ce n'est pas l'attaquant, c'est l'attaqué, la source. Pardon, non, une cible, autant pour moi. Une cible, une source, c'est l'attaquant. Une cible, ben, c'est l'équivalent de l'enfant. C'est le type qui a son PC, etc. Et quelqu'un qui essaye de rentrer, soit avec un virus, soit en se faisant passer par quelqu'un d'autre, soit en attrapant le mot de passe sur le réseau. Donc, il y a des similitudes. Après, quand on caractérise une attaque ou une agression, ben, qu'est-ce que c'est quand il y a une attaque informatique? Il y a un jour, une heure, une sévérité, ça a duré tant de temps, quelle était la technique utilisée? Ben, dans le cas de la pédocriminalité, je le mets avec plein de bémols parce que dans la cybercriminalité, on est dans le pur numérique. Dans la pédocriminalité, on est ça blesse directement, mais il y a effectivement un jour, une heure, une sévérité, parce que c'est pas la même chose de caresser ou de violer. Enfin, je sais pas, il y a une durée, il y a une technique d'approche, il y a une technique pour rester, ben, tout ça, c'est des choses qui se ressemblent de loin, en tout cas dans la méthode pour les standardiser. Les signaux faibles en informatique, on appelle ça on surveille le réseau et l'attaquant essaye d'approcher, donc il essaye des petites tentatives, mais qui ne vont pas marcher. Et donc, on a l'habitude de pas analyser juste les attaques, on essaye de détecter un peu ce qu'on appelle les signaux faibles. Eh ben, dans la pédocriminalité, en tout cas, la vision que j'en ai, c'est que ce serait un des moyens de protéger, c'est-à-dire que l'enfant, il vient à l'école, il n'est pas bien, ou chez le médecin, ou je ne sais pas quoi. Et si on récoltait tous ces signaux, peut-être qu'on pourrait se rendre compte plus vite qu'un enfant est dans une situation difficile. Donc c'est un concept, c'est pas la même façon pour récupérer l'information, mais c'est un concept similaire. La threat intel, ce qu'on appelle la threat intelligence dans la cybercriminalité, tout ça, ça montre aussi que dans la cybersécurité,
ça fait 30 ans qu'on réfléchit à comment lutter, donc on a des concepts qui sont déjà prêts. Donc la threat intel, c'est l'idée que comme les attaquants utilisent souvent les mêmes techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, c'est vraiment technique, mais ils ont des techniques pour rentrer dans les réseaux comme des cambrioleurs, hein. Il y en a qui écartent les portes, il y en a qui font plutôt qui cassent le système d'alarme, etc. Donc, c'est un peu toujours la même chose. Ben, on commence maintenant à recueillir ces techniques pour les partager tous pour être prêts à lutter, à prévenir. Bah, dans la pédocriminalité, c'est la même chose. Ça, je pense, ça a déjà été fait. Il y a un peu tout, c'est pas tout le temps, mais il y avait des schémas qu'on retrouve où l'approche, après, de lui dire qu'il va mourir s'il parle, etc. Enfin, toutes ces techniques, je pense, pour le coup, ça, vous les connaissez un peu tous, mais elles sont peut-être pas partagées par tout le monde. Après, il y a tout ce qu'on appelle prévention, détection, remédiation. Ben, ça, c'est un peu la même chose aussi. En prévention, ça, Muriel connaît bien. Pour se prévenir, on peut faire des analyses de risque, la gestion risque, normes de conformité. Ça veut dire on va mettre le système d'information, on va mettre à jour tous les logiciels, on va faire attention que ceci, que cela. Ben, on pourrait faire la même chose, transposer ça pour les écoles, pour le sport, le machin, l'école. Il ne faut pas que les parents se baladent tout seuls dans les classes s'il n'y a pas un professeur. Il ne faut pas que les enfants restent tout seuls. Bon, je ne sais pas, hein, mais des listes de recommandations, comme on fait en cybersécurité, et progressivement le mettre en place partout où il y a du danger. La détection, donc, comme j'ai dit, c'est en informatique, on ne détecte pas que les attaques, on détecte aussi ce qui est suspicieux, ce qui est peut-être une attaque. Bon, je verrais une sorte de parallèle avec le signalement, c'est pouvoir plus facilement dire, je pense que cet enfant est en danger, sans que ça lance tout de suite une chaîne judiciaire, juste qu'on ait l'information. Parce que si 2 semaines après, un autre dans l'environnement de l'enfant signale aussi, ben, on commence à avoir de quoi aller regarder. Peut-être aujourd'hui, c'est trop compliqué. Et dès qu'on fait un signalement, on rentre dans des choses très compliquées. Enfin, j'ai l'impression. Et la remédiation, ce qu'on appelle la remédiation, c'est tout de suite stopper l'attaque et nettoyer le système d'information. Ben, dans l'agression d'un enfant, il faut bien sûr stopper, mais vite soigner. Je crois qu'on avait une discussion avec Catherine si on soigne tout de suite l'enfant, ben mais il y a des techniques, comment ça s'appelle, des associations, il y a des médecins, etc. Il faut tout de suite rediriger vers les bonnes personnes. Et puis après, si on parle juste de cyberpédocriminalité, alors là, tout est similaire parce qu'on utilise exactement les mêmes techniques en cybercriminalité qu'en cyberpédocriminalité. On rentre dans le dark web, on anonymise, on récupère des choses, etc. Là, on est vraiment très, très similaire. Bon, et comme je disais, par contre, il y a une différence majeure, c'est que la cible n'ayant pas de valeur, ben, il n'y a pas de moyens financiers. Dans la cybersécurité, il y a plein de moyens parce qu'il y a plein d'argent à se faire. Je le sais puisque j'ai travaillé là-dedans et des fois même j'étais un peu dépité quand je me souviens me balader dans des salons informatiques où je voyais toutes ces solutions et tout ce business sur des gens qui essayent de voler des choses. Bon, on a le tournis. Et par contre, dans la pédocriminalité, il n'y a rien. Il n'y a pas de salon, il n'y a personne qui propose des solutions parce que pour l'instant, en tout cas, il y a pas de marché. Et il n'y en aura peut-être jamais d'ailleurs, hein, parce que ce n'est pas vraiment un marché de protéger les gens. Donc, il n'y a pas de marché, il y a peu d'acteurs, peu d'outils, peu de recherche. Mais par contre, je n'avais pas pensé, mais pour le coup, toute la population est directement impactée. Ce qui est la différence avec la cybersécurité, on ne comprend pas bien, je vais avoir un virus, tandis que savoir que son enfant risque d'être agressé, ça motive tout de suite. Et peut-être ça, on ne l'utilise pas, c'est les forces de la population. Et donc, comme il y a peu de moyens, ben, c'est encore plus une raison d'essayer de réutiliser des savoir-faire qui existent. Là, c'est très pragmatique. Puisqu'il n'y a pas de moyens, déjà, essayons de s'inspirer de ce qui existe. Si on peut réutiliser, si on peut gagner 20 ans de R&D
en reprenant des concepts qui ont été inventés par quelqu'un d'autre, ben, banco, ça nous fera gagner du temps. C'est pas la peine de prendre 20 ans pour arriver au même résultat, hein, parce que moi, je suis sûr, pour connaître très bien la cybersécurité, beaucoup moins bien la pédocriminalité, mais un petit peu, je suis certain qu'il y a des choses qui sont directement réutilisables. Voilà, donc là, je vais passer sur les axes de recherche, mais si vous avez des questions sur ce que j'ai dit avant ou des remarques, c'est le moment. Bon, après, j'ai dit que des choses un peu générales, c'est peut-être pas encore le... Alors, les axes de recherche, c'est vous expliquer un peu ce qu'on avait proposé sur le projet WICARE, non pas pour pleurer sur ce projet, hein, j'ai vraiment... j'ai fait une croix dessus, je suis même content quelque part, je suis content de ne pas avoir été retenu, parce que ça m'aide à réfléchir et au vu de mon bilan, je me dis, ben, en fait, j'aurais pas fait grand-chose. Mais c'était très bien de l'avoir déposé parce que c'était une première brique pour essayer de comprendre où aller. Donc, comme j'ai dit, en mars 2023, j'ai ce premier contact. Enfin, on se connaissait avec Muriel, mais elle me parle, on ne s'était pas vu depuis un moment, puisqu'elle avait quitté la société. Elle m'explique tout ce qu'elle fait. Et bon, je ne sais pas comment je suis tombé là-dedans, je ne sais pas pourquoi, je me suis tout de suite passionné. Je répète, je ne suis pas victime, etc. Mais plus je cherchais, plus je voyais que le problème était compliqué, et plus le problème est compliqué, plus je me dis, bah, sûrement qu'on peut faire des choses, puisqu'il y a plein de choses à faire. Le côté ingénieur, on peut amener, on ne trouvera pas toutes les solutions, mais on peut aider. Et donc, tout ce temps, je me disais, il faut structurer quelque chose. J'ai cette occasion au moment d'un appel d'offres, ce qu'on appelle appel d'offres générique. Et donc, je monte un peu en catastrophe ce projet que j'appelle comme ça, recherche de nouveaux moyens opérationnels. Alors, pour l'anecdote, j'ai laissé le titre en anglais pour montrer le côté aberrant de ces projets, c'est-à-dire j'essaye de proposer des recherches pour sauver les enfants en France, pour commencer, et j'étais obligé de faire le texte en anglais. Donc, dans un sujet déjà super compliqué, super novateur, en plus, il fallait tout écrire en anglais et essayer de se faire comprendre en anglais. En termes de consortium, il y avait l'Institut Télécom, donc c'était Télécom Sud Paris avec la partie cyber, et il y avait des gens qui faisaient du business. Le business, c'était pour l'évaluation des recommandations, pour voir le coût. Donc, c'était assez intéressant d'avoir quelqu'un qui est plus dans l'économie. Au CNAM, on avait une partie cyber, une partie criminologie et une université à Toulouse qui amenait plus le côté psychologique. Et en termes d'advisory board, on a réussi à approcher l'OFMIN. Donc, j'expliquerai comment. Un chercheur de la DRAC qui travaille sur la criminologie, Pierre Penalba, qui est un policier, mais lui, il est arrivé plus par le CNAM. Et puis, Muriel nous a introduit auprès de la mairie de Dijon, même si ce n'était pas très avancé. Et en gros, le budget, c'était 1 million d'euros. Mais ça, c'est encore des problèmes de chercheurs. C'est-à-dire que les chercheurs, quand je me suis rendu compte dans ce type de recherche, ils sont obligés d'embaucher des thésards. Et donc, quand ça dure 3 ans, ben, ils ont un thésard sur 3 ans. Donc, ça fait exploser les budgets. Et ça ne va pas du tout, parce que je pense que ce n'était pas du tout des thésards qui pouvaient résoudre ces problèmes. Donc, j'ai repris un schéma du projet. En gros, il a eu plusieurs formes, parce qu'en plus, j'ai tout modifié quand j'ai vu les résultats de la Civis 1, parce que j'ai dit il y a urgence avec ces recommandations qui ne prennent pas en compte les anciennes, il faut vraiment rajouter quelque chose. Donc, j'avais rajouté ce pavé qui était l'évaluation de toutes les recommandations pour les classer, pour les formaliser, pour récupérer peut-être des existantes, etc. Commencer par une formalisation du problème et puis après travailler sur les formats de données. Donc, commencer par un état de l'art, mais un état de l'art technico-scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les états de l'art sont plutôt sociologiques ou psychologiques, je ne sais pas comment on peut dire, et c'est à nouveau, c'est très bien. Mais là, je voulais vraiment sortir et dire modéliser, c'est-à-dire il y a les attaquants, il y a les attaqués, il y a l'agression, il y a les chiffres, les statistiques, le machin, et voir ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas, sur quoi on pouvait s'appuyer pour commencer à travailler. Évaluation pragmatique de toutes les recommandations, je reviendrai. Évaluation de techniques et outils existants. Donc, justement, il faut regarder s'il n'y a pas déjà des choses qui peuvent apporter quelque chose. La standardisation des formats, définir une sorte de plateforme de signalement. Et puis, au final, encore plus
ambitieux, s'appuyer sur tout le savoir-faire qu'on a en cybersécurité avec ce qu'on appelle les SOC, les Security Operations Center, pour les transposer à la protection des enfants. Alors, qu'est-ce que c'était l'état de l'art? Ben, c'était regarder tout, l'histoire, les chiffres. Je trouve que l'histoire, alors c'est l'histoire récente, hein, c'est pas l'histoire d'il y a 2000 ans, mais c'est intéressant. J'ai découvert ça, à quel point, je sais pas, il y a 30, 40 ans, c'est à peine si on trouvait que c'était anormal l'inceste. Donc, on part de très, très loin et ça explique que tout le système a été construit en ignorant complètement la violence faite aux enfants. Et là-dessus, j'insiste un peu parce que ça veut dire que le temps de changer toutes les mentalités, il va se passer très très longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de contourner. Il faut changer la loi, mais avant qu'elle se change, essayons déjà d'utiliser toutes les autres techniques qu'il y a pour essayer de faire diminuer ce nombre de 160 000. Donc les chiffres, les agresseurs, les agressés, les donneurs d'alerte, les complices, enfin, essayer de faire toute la liste de la prévention, les organismes de lutte, les associations. Qu'est-ce qui existe comme données déjà? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein, enfin, je n'ai pas l'impression, je suis sûr, il y a plein d'associations qui recueillent des données, mais chacun dans son format, je pense, dans le tableau Excel, hein, sa petite base de données, et essayer de voir déjà tout ce qu'il y a et comment on pourrait consolider, et bien sûr aller voir ce qui se passe à l'international. Alors, qu'est-ce que c'est évaluer les recommandations? Là, c'est vraiment des techniques d'ingénieur, hein. J'espère que je ne vais pas vous endormir, mais c'est vraiment, on prend chaque recommandation et on définit un certain nombre de critères. Alors, je ne me souvenais plus trop qu'est-ce que c'est pertinence, mais je crois que c'est la somme de toutes les autres, c'est-à-dire pour avoir un classement. Donc, alors, je vous dis rapidement, hein, parce que la faisabilité, c'est-à-dire, c'est mettre un facteur. Est-ce que c'est facilement faisable sur une échelle de 10, de 0 à 10, par exemple? C'est très compliqué ou c'est juste quelque chose qu'il faut faire rapidement. La conformité légale, est-ce que cette recommandation demande de changer la loi? Parce que forcément, ça, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est l'impact social, l'adhésion des citoyens? Par exemple, s'il y a une recommandation qui dit il faut surveiller tout le monde partout, sur tous les téléphones, c'est bien, mais personne n'acceptera. Donc, ce n'est pas la peine de continuer. On ne va pas fliquer la terre entière pour arrêter 100 000 pédocriminels. On ne peut pas, parce que c'est la perte de la liberté, etc. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Euh, quels seraient les moyens de mesurer l'impact de cette recommandation? Déjà, il faut qu'il y ait un moyen. S'il n'y a pas de moyen, ben, peut-être que ça ne sert à rien, parce que ça veut dire qu'on fait des choses dont on ne sait même pas si ça existe. Donc, il faut le faire avant de le lancer et une fois qu'on l'a lancé. Pour info, ce critère que j'aurais pu trouver tout seul, mais il se trouve qu'il est venu en discutant avec le chercheur de l'OFMIN, qui me dit, mais des fois, dans les lois, on fait des lois, et après, 2, 3 ans après, on se rend compte que c'était pire qu'avant. On croyait bien faire, et en fait, le taux de criminalité dans tel domaine, je ne sais pas, il augmente. Donc, il faut ces facteurs, y compris pour éventuellement revenir en arrière. Retour d'expérience, est-ce que ça a été déjà fait, en particulier dans d'autres pays? Je ne veux pas lancer des polémiques, mais j'ai entendu des recommandations qu'on pousse beaucoup en France, et j'ai entendu que dans d'autres pays, on a essayé, ça n'avait rien changé. Donc, peut-être que ce n'est pas la priorité, qu'il faut faire des choses qui vont agir tout de suite. Qu'est-ce que c'est les moyens nécessaires? Qu'est-ce que serait le planning de mise en place? Qu'est-ce que seraient les dépendances? Est-ce que cette recommandation, si on la fait maintenant, elle va nous coûter 2 millions et elle va prendre 2 ans? Si on la fait après telle autre recommandation qui aura déjà avancé le travail, elle va nous coûter 4 fois moins cher, elle sera faite en 3 mois. Donc il faut faire ce qu'on appelle le séquencement. Et après, c'est des termes un peu pompeux, le plan, build, run, c'est comme un architecte, c'est-à-dire je planifie, après je construis, et après je run, ça veut dire je fais tourner, c'est-à-dire que si on met des choses en place, par exemple, on dit on va former tous les instituteurs, les trucs des écoles. Bon, très bien, on va le faire, mais après, il faut le faire l'année d'après, donc il faut voir quel est le coût, comment on va mettre en place, comment on va mettre à jour les supports de formation, etc. C'est faisable, mais il faut pas faire juste un one-shot. Et puis après, une fois qu'on a fait toutes ces recommandations, on donne un niveau de pertinence pour essayer un peu de classer. Et puis une fois qu'on a décidé ce qu'on va garder dans un premier temps, on fait un planning à peu près en disant, voilà, on va essayer. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas juste regarder
même pas 80, parce que si on rajoute tout, il y en a 200 des recommandations. On ne peut pas passer d'une liste de recommandations comme ça à leur mise en place sans essayer de planifier. Et là, c'est vraiment l'ingénieur qui a fait des gros projets qui parle. Après, une partie, donc une fois qu'on a un peu défini ce qu'on veut faire, qu'on a modélisé, qu'on connaît, on sait voilà, quels sont tous les concepts, quels sont les besoins, on peut déjà faire un tour sur ce qui existe. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait déjà récupérer dans tout ce qui est prévention, détection, remédiation, l'analyse de risque, la gestion de risque? Même en écrivant, j'ai pensé à le pen test. Alors, qu'est-ce que c'est un pen test? C'est quand vous avez sécurisé votre système d'information, vous payez des gens pour essayer de l'attaquer. Penetration testing, c'est-à-dire ils essaient de pénétrer dans votre système. Bon, ben, c'est un concept qui est intéressant. Si une école, si on met en place des recommandations pour les écoles, les hôpitaux, j'en sais rien, le sport, eh ben après, on a des sociétés expertes qui ponctuellement essayent de faire, bien sûr, pas d'agresser un enfant, mais de s'approcher assez près d'un enfant pour qu'il soit possible de l'agresser. Ça veut dire que le système de gestion de risque, il n'est pas encore au point. Alors, ça motive parce qu'on fait attention, et puis après, quand on se fait avoir, ben, on est obligé de s'améliorer. Peut-être que c'est délirant, hein, mais voilà typiquement des techniques qu'on utilise. Donc la gestion des SOC, donc je disais, les Security Operations Center, je ne sais pas combien, ça peut-être 10, 20 ans, une vingtaine d'années. Avant, il y avait les Network Operations Center. Donc le network, c'est plus facile à comprendre. C'est quand les entreprises ont commencé à avoir plein de machines, de serveurs, de machins, ça tombait en panne et le pauvre type, il courait d'une machine à une autre. Bon, on s'est dit, il faut mettre un système avec une hotline, on ouvre un incident. Maintenant, vous trouvez ça même chez Darty, chez partout. Vous ouvrez un ticket. Ben, ça a été repris, parce que je pense que c'est dans les NOC que ça existait en premier. Et ça a été repris un peu partout. Et donc, il y avait ce qu'on appelait les Network Operations Center. Après, il y a eu les Security Operations Center qui sont allés plus loin, parce que là, on ne gère plus le fait que le système il marche bien ou non. On gère les attaques, les virus, les mises à jour, réparer le système, détecter, etc. Et là, on commence vraiment à retrouver des concepts qu'on pourrait utiliser. Donc, moi, j'appelle ça le Child Security Operating Center, c'est-à-dire reprendre ces concepts où bon, je vais dire vraiment de manière très simple, où un enfant, on a un signalement, bah, c'est tout de suite, il y a quelqu'un qui peut ouvrir un ticket en disant, bon, j'ai vu quelque chose de bizarre, et puis après, il y a un autre, et puis après, on corrèle ces informations, on se rend compte que c'est peut-être grave, donc on vérifie, ou alors il y a eu une agression, et il y a un workflow qui passe à la justice, qui passe à une association pour vite s'occuper de l'enfant. Bon, tout ça sont des choses qui existent déjà, enfin, j'en suis sûr, mais peut-être que en les en donnant les outils pour que ce soit plus simple, que les dossiers ne se perdent pas, que ce soit plus rapide, qu'on puisse mesurer l'efficacité, où est-ce qu'il faut s'améliorer, où est-ce qu'il y a trop de choses, etc. En tout cas, on l'a vu dans tous ces domaines, dans la sécurité, ça a beaucoup amélioré. À partir du moment où on suit et qu'on maîtrise, ben, ça améliore. Tout ça n'a pas besoin d'être totalement centralisé, hein. Ça ne veut pas dire du tout qu'on oublie les associations, mais c'est plus qu'on essaye on fluidifie les échanges entre tous. Tout ce qui est gestion de données, donc là j'en ai déjà parlé, il y a plein de choses à récupérer. Les honeypots, bon ça c'est juste pour donner un exemple. Les honeypots en informatique, c'est des systèmes qu'on met sur Internet comme un pot de miel, et en fait c'est des faux systèmes qui sont pleins de vulnérabilités et comment dire, les attaquants vont dessus et donc on repère qu'ils sont là. Bon, ben, ça existe déjà. Je crois qu'on avait vu une association avec Muriel, je ne sais plus dans quel pays, je crois, elle fait des faux sites de contenu de sésame, de contenu pédocriminel, ce qui fait que les types se font piéger dedans. Et après, j'ai bien compris, hein, je crois me souvenir, c'est pas pour les arrêter, c'est pour
les prendre sur le fait, les faire parler, essayer de leur dire mais pourquoi vous faites ça, essayer de les comprendre. Bon, je trouve que au début ça m'a choqué, mais je trouve qu'au contraire c'est très intéressant, il faut comprendre aussi. Ben, il y a comme ça pour essayer de piéger dans les réseaux sociaux tous ces les types qui font du grooming, etc. Y compris en utilisant l'intelligence artificielle. Hein, on avait pensé à ça, on pourrait avoir des simulateurs d'enfants qui sont piégés pour récupérer les adresses IP, etc. Et encore pas, peut-être qu'ils attraperont pas grand-chose, mais le fait de savoir, si on savait que tous les réseaux étaient infiltrés par des détecteurs comme ça, c'est un peu comme les radars sur la route. Et vous allez voir pourquoi je parle des radars. C'est-à-dire que les radars, on n'attend pas forcément d'en voir un pour ralentir. Depuis qu'il y a des radars partout, tout le monde, non, mais quand même, les gens, ils font plus attention parce qu'ils ont peur de se faire avoir. Mais si on utilise des techniques, même imparfaites, mais qu'elles sont partout, on commence à réduire. Et le type qui n'est pas un pédophile, qui n'est pas un vrai pédocriminel, qui est juste un abruti qui veut aller regarder des films à sensation, va dire, ouh là là, moi je risque de me faire avoir, je vais plutôt aller regarder des dessins animés qu'aller dans ces trucs, parce que des fois, il y en a, ils viennent, ils pourraient très bien aller ailleurs. Et comme pour l'instant, c'est complètement open bar, ben, ils y vont, y compris ce qui peut créer des addictions. Bah, et c'est pareil sur je refais le parallèle avec la cybersécurité. Les honeypots, à un moment, c'était assez utilisé. C'est toujours je trouve que c'est pas assez utilisé parce que et là aujourd'hui, souvent comment dire, les attaquants, ils font ce qu'on appelle un scan, c'est-à-dire ils essayent de rentrer dans le système comme ça marche pas, ils s'en fichent. S'ils se disaient, mais à chaque fois que je fais quelque chose, on risque de me choper, bon, ils viendraient un peu moins, en tout cas, ils prendraient plus de précautions. Et à nouveau, il ne s'agit pas de tout arrêter, c'est d'essayer par tous les moyens de réduire, de décourager, etc. Alors, sur les données, j'ai pris deux exemples que je connais, mais je pense qu'il y en a plein. Donc, sur la Civis, il y avait à peu près 30 000 contacts. Je me suis rendu compte que dans la SIAZ, il y en avait 6 000. Donc, il y en a par téléphone, par mail, par courrier. La Civis, il y a même durant les auditions. Mais tout ça, c'est dans plusieurs formats. Il n'y a pas de réutilisation. Bon, par exemple, on dit à la Civis, il y en avait 9 qui avaient déjà parlé. Donc, s'ils avaient déjà parlé, normalement, leur témoignage, il aurait dû être stocké quelque part. On aurait pu y compris le réutiliser dans le cas de la civile pour faire des études, de la recherche. Mais non, il a fallu le ressaisir. On ne le partage pas, on ne peut pas faire des méta-analyses, on ne peut pas l'archiver sur le long terme, on ne peut pas y avoir accès pour les chercheurs, on ne peut pas faire de bilan, etc. etc. Donc il y a la civile et la SIAZ, et j'ai bien compris, enfin c'est évident, et il y a toutes les associations qui tous les jours recueillent des témoignages, chacun dans leur format, et qui ne sont pas consolidés. Donc, définir un format standard qui permet l'analyse, la comparaison, la supervision, tout en prenant en compte l'aspect gestion de données, le RGPD, etc. Mais moi, je dis souvent quand je fais, pour le coup, quand je fais de la recherche, déjà, essayons de trouver les solutions, de définir des solutions, et puis après, on regarde la moulinette juridique et on voit ce qui est impossible. Euh, Après, on s'adapte et puis peut-être aussi, des fois, il faut changer la loi ou l'améliorer un petit peu. Ce que je répète, comme on vit sur un système judiciaire qui ignore toutes ces choses qui avant n'existaient pas, parce que les enfants n'étaient pas agressés, l'inceste, ça n'existait pas, etc., ben, forcément, il y a des endroits où ça passe pas. Donc peut-être plutôt qu'essayer de changer la loi, ce qui est compliqué, commençons par démontrer qu'en la changeant un petit peu, on pourrait beaucoup améliorer. Et après, peut-être ça motivera. Donc rapidement, qu'est-ce que ce seraient les principaux éléments qui décrivent une agression? Bon, une référence globale, parce que ça, c'est un peu technique. On va mettre un identifiant unique pour pouvoir le garder éternellement et pas se mélanger, etc. Et puis après, on définit l'agresseur, l'agressé, l'agression, le complice éventuellement, le reporter. Bon, vraiment, ça, c'est un brouillon. Et j'ai voulu montrer, alors j'avais commencé ça il y a longtemps au moment du projet WeCare, et puis je l'ai un peu repris pour aujourd'hui. Il ne faudrait pas vous faire peur, mais c'est pour donner une idée de à quoi ça ressemble une standardisation. Donc là, j'ai défini
une agression. Alors, bien sûr, je le fais en anglais, parce qu'il faut que ce soit international, faut espérer qu'on puisse le partager. Donc, qu'est-ce que ça serait une association? Je répète, hein, c'est un brouillon, je l'ai fait tout seul dans mon coin, je n'ai discuté. Donc, c'est sûrement imparfait, mais c'est pour donner une idée de ce à quoi ça ressemble et aussi du problème que ça pose. Donc, on va commencer par donner, par exemple, une catégorie. Donc, j'ai vu en France, il y a 5 catégories. Peut-être je me trompe, hein, mais peu importe, hein. Il faut trouver les catégories. Donc, il y a pénétration, pas de pénétration, exhibition. Donc, on va définir une catégorie. C'est peut-être même, quand on dit area of enum, c'est un tableau de champs qui sont déjà prédéfinis. Donc, ça peut être de la pénétration et de l'exhibition. Par exemple, ça va être un composé. Excusez-moi de parler de ça avec beaucoup de légèreté, et là, c'est pour montrer le côté technique. Après, j'ai dit, ben, peut-être qu'il faut séparer physique ou cyber, puisque maintenant, il y a beaucoup d'agressions dans le monde cyber. Après, peut-être une description, un champ libre. Mais il faut faire le minimum de champs libres, parce que même avec l'intelligence artificielle, c'est très compliqué d'analyser, d'être sûr qu'il y a tous les éléments. C'est pour ça qu'il faut être très, très détaillé. Après, on va mettre une localisation. Donc, il y a des moyens de localiser en donnant des noms de villes. Ça, c'est France, Paris. Il y a tout un code pour toutes les villes du monde. Ça, je le connais pour l'utiliser sur mes incidents informatiques. Ça, on peut le récupérer. Et la géolocalisation. Tout ça, on ne va pas le rentrer à la main. On clique sur une carte et en gros, ça donne l'idée. Dans Google Maps, il y a les géolocalisations. Pourquoi on met ça? C'est pas pour faire comme ça, c'est que si on a plusieurs signalements dans le même domaine d'un type qui intervient la nuit, machin, ben on va beaucoup plus facilement faire le rapprochement si on a donné des données bien spécifiques. Éventuellement donner l'adresse, on va donner ce que j'appelle le start. Là, j'ai repris des termes, peut-être faut les changer, mais c'est le début et la fin. Donc, ben, ça peut commencer. Là, c'est le même jour, le 23, 10, 24. Ça, c'est ce qu'on appelle un timestamp pour que c'est des trucs un peu techniques. Dans l'IHM, on verra pas, dans l'interface de saisie, on verra pas toute cette technique, mais nous, on a besoin de cette technique pour faire des calculs. Là, par exemple, c'est marqué le 24-10-2023, ça a commencé à 14 heures et ça finit à 14h30. C'est une estimation, c'est pour savoir à peu près. Mais on pourrait très bien avoir 1er janvier 2023, 1er janvier 2030, quelque chose qui est passé sur 7 ans, c'est plus long, c'est juste pour qu'on qu'on puisse classer. Après, on dit, ben voilà, quand on va faire les statistiques, ben, il y a des choses, c'est duré plutôt 6 mois, 8 mois, jusqu'à 10 ans en fonction de l'âge, etc. C'est des choses qui existent déjà, mais là, on va vraiment le faire d'une manière scientifique. Le nombre d'assauts, bon, le nombre d'agressions, là, il n'y en a qu'une, puisque ça passait qu'une fois. Après, la périodicité. Là, j'ai essayé de reprendre les concepts que j'avais vus, mais je répète, je ne suis pas expert, mais bon, ça peut être ponctuel, ça peut être tous les jours, par semaine, tous les mois, enfin, j'ai vu, il y a tout ça. Est-ce qu'il y a une arme qui a été utilisée? Là, c'est plus pour, dans le cas de signalement, bon, là, je me suis plus inspiré de une série que j'avais vue, Le violeur je me souviens plus, de la Sambre, là, un type qu'on a recherché pendant 30 ans, et à chaque fois, il utilisait une corde, mais, et dans une même localisation, mais à l'époque, il n'y avait pas d'informatique, et on voit bien en regardant cette série que s'il y avait eu des outils comme ça, mais il aurait été arrêté depuis bien longtemps, sauf que les dossiers se perdaient à droite à gauche. Bon, là, je rentre dans les parties qui me semblent plus compliquées, mais qu'on est obligé. C'est quelle est la partie du corps qui a été touchée de l'enfant? Est-ce que c'est le sexe, l'anus? Pourquoi? Ça, c'est plus pour reconnaître des modes opératoires. Si on n'a pas le nom de l'agresseur, mais qu'on on voit des modes opératoires similaires, peut-être qu'on peut le découvrir. Et puis, quelle partie il a utilisé lui, etc., etc. C'est un brouillon, mais c'est pour montrer d'abord à quoi ça ressemble. Et forcément, on voit bien que c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. C'est un travail technique, mais il faut amener des gens. Là, pour le coup, il faut des vrais techniciens de terrain, enfin, qui ont l'habitude de faire ça, mais il faut aussi tout le savoir-faire, là, pour le coup, des associations, des pédopsychiatres, de tous ceux qui ont le côté. J'aime pas, c'est pas le bon terme, mais utilisateur. C'est eux qui savent ce qu'il faut faire. Et il y a aussi la partie justice et
justice et criminologie, c'est-à-dire que quelles sont les informations qui sont intéressantes là-dessus pour éventuellement détecter quelqu'un ou détecter un mode opératoire. Il faut donner des détails qui sont un peu scabreux, mais c'est ça qui va nous aider à mettre la main dessus ou à faire des recoupements ou à valider un témoignage de quelqu'un d'autre, etc. Donc, à quoi ça servirait une telle application? Ben, les utilisateurs, ce seraient les victimes qui peuvent faire un signalement ou témoigner, hein. Ça peut être c'est un peu, enfin, un signalement, un témoignage, c'est la suite d'un signalement. C'est une agression qui est validée, entre guillemets. Donc ça pourrait être, ça serait les victimes. Et en réfléchissant à ça et en lisant un peu tout, je me suis dit, ben, ça pourrait peut-être aussi être un moyen pour faciliter le travail pour les victimes, parce qu'on dit souvent c'est plus facile d'écrire. Donc si au lieu d'avoir à aller à la police, on pouvait se connecter et faire je ne sais pas comment, mettre ça déjà sur le tapis, on met déjà toutes ces informations, comme ça le plus dur est fait. Et après, on va à la police pour le valider avec je sais pas comment on dit, un officier de police judiciaire. Mais au lieu d'être devant l'officier qui vous dit est-ce il a touché votre sexe, est-ce qu'il ben, c'est déjà écrit dessus. Donc il n'a plus qu'à le lire, entre guillemets. On fait le travail de faire sortir ça, je ne sais pas les bons termes, de faire sortir ça quand on est tout seul ou avec ses parents. Enfin, je sais pas. Souvent, je mélange un peu les victimes mineures et majeures, parce que forcément, des systèmes comme ça, si une gamine, elle a 19 ans, on va pas dire, ah ben non, on va pas faire. Donc, c'est pour déclarer des agressions, quel que soit l'âge. Donc les anciennes victimes pour témoigner pour elles, pour la science, pour la recherche, mais aussi pour prévenir d'un serial prédateur, parce qu'elles ont été euh, agressées par un type, je sais pas où, je sais pas quand, et on va voir que c'est arrivé à plusieurs personnes au même endroit. Tout ce qui est témoin ou lanceur d'alerte, donc la justice, les forces de l'ordre, les associations, je dis en entrée, en redirection, ça veut dire des associations, pardon, qui recueillent des témoignages, mais aussi avec un système comme ça, on pourra avoir des systèmes automatiques de redirection, de voir qu'un enfant, une fois qu'il a témoigné, est tout de suite pris en compte, mais de manière un peu systématique. Donc la forme, ce serait une sorte de questionnaire plus ou moins détaillé, qui serait moins technique que ce que je vous ai présenté, où on pourrait faire et remplir. C'est toujours la même chose, les champs, ce qu'on appelle obligatoires, et puis les champs un peu moins obligatoires, et puis les champs qu'on n'arrive pas à remplir, on n'arrive pas à dire, et peut-être 2 mois après, on arrive à parler parce qu'on a fait un peu de travail sur soi. Donc on serait aussi associé à son témoignage. On pourrait faire des fonctions de recherche, d'extraction pour les associations. Au lieu de gérer, on pourrait très bien avoir un système centralisé où ils gèrent leurs victimes, entre guillemets. Ça ne les empêche pas de continuer de faire exactement le travail qu'elles font aujourd'hui, mais on pourrait en plus le partager, y compris le partager entre associations. Et puis après, des fonctionnalités plus avancées de statistiques, de corrélation, de rapprochement, peut-être de l'IA, je ne sais pas. Donc des données structurées au service de tout le monde, y compris les chercheurs. Alors les chercheurs, je répète, moi je ne suis pas un vrai chercheur, mais les chercheurs au sens où les chercheurs ou les gens qui veulent sortir des statistiques pour voir que ça avance. Est-ce que je suis bon sur le timing, Muriel? Parce que là, je parle, ça fait une Bah, tu as heure. tout ton temps, donc n'hésite pas Bon. à expliquer à fond. Merci. Euh, donc là, j'ai fini sur les données. Un mot sur les SOC. Donc, qu'est-ce que c'est? En gros, un SOC, on dit d'une manière simple, c'est une équipe, des outils et des process. C'est très, très important, les process, les workflows, les machins. Donc, réutiliser ces concepts pour les adapter au- à la protection des enfants. Je suis un peu coupé parce que je vous dis, ma connaissance est beaucoup basée sur des témoignages sur YouTube, dans des émissions, des témoignages assez longs, bien détaillés, beaucoup de podcasts. Et bon, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai lu quelques livres. Il y avait un livre qui m'avait vraiment choqué, je crois, ça s'appelle Signalement, avec cette pauvre femme
qui protégeait sa nièce, qui a créé une association, vous devez sûrement la connaître, et je ne sais pas combien de temps ça a duré. Enfin, un signalement, un autre, ça a duré 7 ans, 8 ans, et tout ça a été perdu d'un truc. Enfin, quand je lisais ça, j'étais horrifié, j'étais en larmes d'ailleurs, parce que c'est larmes de frustration, parce que mais il y aurait eu des systèmes un peu plus intelligents et des gens un peu plus à l'écoute, mais la pauvre gamine n'aurait pas été torturée pendant 10 ans, parce que il y a un signalement, un recoupement, à un moment, il faut que les gens s'en occupent. Donc là, on fait les signalements, ça part dans la nature, etc. Donc, et je pense que ce cas, malheureusement, était pas unique. Bon, là, je vais montrer un dessin qui fait un peu peur, parce que je n'ai pas le temps de le refaire, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Juste à moitié en anglais à cause du truc. Mais en gros, qu'est-ce que ça serait, ce genre de système-là? Ce que j'ai représenté ici. En plus, c'est un peu en désordre, mais bon, peu importe. C'est les gens qui pourraient saisir les données. Donc, ça peut être, je crois que ça s'appelle le 119, ça peut être le procureur, le CRIP, je me souviens plus ce que c'est, des associations, ça peut être directement les enfants qui passent par une association ou leurs parents, ou je sais pas quoi, l'entourage, ou c'est le médical qui met direct. Enfin, et il faudrait trouver un moyen où on peut justement recueillir le maximum de signaux faibles. À nouveau, ça pose un problème peut-être légal, mais déjà, voyons ce que ça ferait si on arrivait à le faire. Et après, là, je pense, euh, je vois médical et je pense au séquencement des recommandations. Par exemple, bon, je crois que j'ai vu à plusieurs endroits, il faut obliger les médecins à signaler. Bon, c'est très bien. Et après, il y a une autre recommandation, il faut qu'on ne puisse plus attaquer les médecins s'ils signalent. Les médecins ou toutes bah, c'est sûr qu'il faut commencer par la seconde recommandation. C'est pas possible que un médecin qui fasse un signalement, après, il soit attaqué. Ça, c'est qu'on marche sur enfin, pour moi, l'ingénieur, c'est comme si j'avais un antivirus qui détecte un virus. On va lui dire, ah non, tu t'es trompé, tu vas aller en prison. Enfin, c'est n'importe quoi. Maintenant, je sais que ça se fait. J'ai bien compris, ça se fait pas dans d'autres pays, ça se fait pas. Mais après, c'est tout un chaînage. Ça pourrait être, il faudrait que ce soit moins grave de faire un signalement. Si on a juste un doute, on peut l'exprimer sans que ça mette l'opprobre sur la personne sur laquelle on a un doute, que la donnée, elle va pas être publique, etc. Mais juste qu'on s'assure que le doute, c'était qu'un doute. Alors, je sais, c'est très, très je sous-estime pas la complexité, hein. Je dis juste que c'est un mélange de techniques, mais aussi de décisions, de lois, etc. Mais il faut à tout prix, mon impression, c'est qu'il faut fluidifier. Et il faut, comme l'enfant, il est souvent tout seul, il faut vraiment améliorer les moyens pour ceux qui sont autour de lui de l'aider et que personne ne tourne la tête, que ce soit le plus facile d'essayer de prévenir plutôt que guérir. Donc ça en fait partie. Et après, donc, on a toutes les données qui sont dans le CSOC, le Children Security Operating Center, avec un outil, j'ai repris des termes qu'on connaît avec Muriel, un SIEM, c'est un Security Information Event Management. Ça veut dire que ça gère des événements de sécurité. Ben là, c'est des événements de sécurité, on fait de la corrélation, et l'analyse, on fait des alertes et en direction de la police, de la justice. Tout ça est très approximatif, mais c'est pour donner une idée. Et après, bah, ces informations, comme elles sont dans un format standard, on peut les coupler avec les témoignages, parce qu'au fur et à mesure, bah, les affaires sont closes, ça peut être des témoignages ou qui sont saisis par ailleurs. On peut les coupler, je vois même plus mon dessin, avec des signalements dans d'autres départements. Là, j'ai défini un CSOC départemental. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est pour pas tout centraliser. Donc, ça évite que les types, une fois qu'ils ont agressé dans un département, ils changent de département, en tout cas qu'ils soient mieux suivis. On partage avec l'international pour faire des statistiques, pour voir des méthodes, pour voir comment ça évolue avec la police, etc. Donc, mais le secret de la collaboration, c'est le format. Et bon, c'est pas exactement similaire. Mais si je prends le fameux projet européen dont je vous parle,
ce que je pilote aujourd'hui, ben, c'est presque la même chose, sauf que les données, ce n'est pas des données d'agression d'enfants, c'est des données d'attaque de système d'information. Mais je définis un standard et on va partager avec les attaques les plus anciennes pour voir quelles sont les techniques. On partage avec l'international. Et comme c'est un projet européen, l'idée c'est de partager les infos entre pays européens pour être plus fort. Mais là, bon, pour les enfants, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de limite. Alors, pour finir ce chapitre, comme je vous ai dit, j'avais un peu regardé la SIAZ, mais pas complètement. Et ce matin, en catastrophe, je suis repassé et j'ai été impressionné parce qu'en fait, tout ce que je dis, ça y est, mais dans d'autres, c'est un autre langage. Mais il parle pardon, il parle d'un service commun chargé du recueil, du traitement et de l'analyse du phénomène, le doter d'un service de statistiques robuste, suivre et évaluer la situation, faire bénéficier du concours d'un comité d'experts, ça on va y venir. Il faut des experts indépendants, mais ce n'est pas eux qui pilotent. Les experts indépendants, ils restent experts indépendants. C'est d'autres gens qui doivent piloter. Étudier la mise en place d'un numéro vert. Donc ça, c'est des gens qui ne sont pas techniques, ils disent un numéro vert, mais moi je vais plus loin, c'est pas qu'un numéro, ça peut être une interface, ou on peut avoir le numéro et quelqu'un qui est au téléphone qui saisit, hein, c'est pas forcément la victime. Mais en fait, on retrouve un peu les mêmes concepts, et alors là j'ai été super surpris, c'est un schéma qui vient de la SIAZ. Alors bien sûr, c'est pas l'équivalent de mon schéma, mais on retrouve cette fameuse cellule nationale. Le numéro unique, ça sera un petit peu le numéro unique, ça sera un peu le socle. Les appelants, c'est les victimes. La cellule, ça serait quelqu'un qui vient vérifier ça, etc. Enfin, c'est pas exactement les mêmes concepts, mais je trouve que dans la SIAZ, ils ont eu une réflexion beaucoup plus. Alors, il y a beaucoup de recommandations qui ne sont pas intéressantes parce qu'elles sont complètement liées à l'Église, mais on voit ces notions plus de mise en place d'un dispositif national avec des relations entre les différents opérateurs. Là, on retrouve les partenaires médico-sociaux et juridiques, des choses comme ça. Voilà, j'ai terminé sur la partie R&D, pas de questions. J'ai encore quelques planches, donc le texte de l'Agence nationale. Bon, je ne sais pas qui ça va intéresser, mais je trouve que ce texte est très intéressant. J'essaie de bouger ma fenêtre. Parce que ma question, pourquoi ce texte est intéressant? Parce que le projet n'a pas été retenu. Et tout de suite, normalement, l'ANR, elle refuse les projets et souvent, ils font ça exprès pour qu'on améliore pour être financé l'année d'après. Bon, déjà, moi, j'ai plus de temps parce que je vais bientôt arrêter de travailler. Et puis, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la peine de passer encore un an à essayer de préparer quelque chose de mieux, qui sera peut-être à nouveau recalé, d'autant que le consortium était, je ne vais pas dire bancal, mais était compliqué à tenir parce que les gens sont venus à moitié en reculant. Alors, je vais expliquer pourquoi. D'abord, quand j'ai essayé de monter le consortium, j'ai vu que ça générait autant d'inquiétude que d'enthousiasme. Et pour faire court, tous mes anciens collègues ou mes relations mâles, les hommes, ils ont pas réussi à venir. Et finalement, dans les chercheurs sur la cyber, il n'y avait que des femmes. Et souvent, j'en ai surtout Samia qui était coordinatrice, elle dit, mais de toute façon, j'y connais rien, mais j'y vais parce qu'il faut faire quelque chose. Ils avaient pris conscience que c'était un sujet où on n'essaye pas de savoir si on va réussir ou pas, c'est juste il faut essayer. Et ça, c'est problématique parce que les chercheurs, en fait, ils n'ont pas le droit de chercher dans autre chose que leur domaine. Ils doivent chercher dans leur domaine, c'est important pour leur paye. Donc c'est compliqué de faire venir des chercheurs de cybercriminalité dans la pédocriminalité puisque ils n'ont pas le droit, ce qui est complètement délirant. Bon, en plus, il y en a très peu qui ont la double compétence. Donc, les gens qui connaissent la cyber ne connaissent pas la pédocriminalité. Donc, il faut commencer par les former. Plus que des chercheurs, moi, je pense qu'il faut des opérationnels. J'ai dit, moi, je suis avant tout un opérationnel. Il faut des gens de terrain qui ont mis en place des systèmes de sécurité pour reprendre les concepts. Il faut des personnes mûres
Moi, on m'avait mis des thésards partout, mais c'est évident qu'il faut des personnes qui ont un peu et qui ont un peu de recul sur la vie. C'est trop compliqué, c'est des concepts qui sont y compris perturbants. Et ça, avec l'ANR, c'est pas possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut du multidisciplinaire. Je ne suis pas du tout en train de dire que seule la science dure va résoudre le problème, mais il faut aussi de la science dure. Pour monter l'advisory board, là, je vais être un peu, pas critique, mais euh, je rapporte ce qui s'est passé. On avait beaucoup de mal à trouver du monde. C'est Muriel qui m'a beaucoup aidé. Moi, j'avais un peu quelques contacts. C'est très compliqué parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Les associations ne comprennent pas, la police ne comprend pas, la gendarmerie, ils ont autre chose. Ils n'ont pas, je ne sais pas, personne ne comprenait. Les seuls qui ont marché, c'est l'OFMIN parce que par hasard, je crois que c'est Muriel, de toute façon c'est Muriel qui a tous les contacts, m'avait mis en contact avec un chercheur en criminologie, et quand je lui ai expliqué ce que je voulais faire, mais il m'a dit cette phrase, les planètes s'alignent. Il dit, enfin quelqu'un qui va faire ce boulot de standardiser. Il me dit, les données, c'est n'importe quoi, on peut rien faire, on est tout en désordre, et il faut faire ça. Donc, euh, en bas, ils savent, mais en haut, ils sont tellement débordés que c'est pas du tout un reproche, hein, juste ils comprennent pas. Donc, ils n'ont pas envie de. En plus, embarquer des associations dans un projet de R&D, c'est compliqué. Elles ne savent pas ce qu'il faut faire. L'ANR m'a reproché de ne pas avoir d'association. Mais moi, mon calcul, c'était d'abord d'avoir le budget, et après essayer de les convaincre. Mais c'est tellement compliqué d'aller voir des associations. Est-ce que vous voulez vous embarquer? Vous êtes déjà débordé. Donc vous n'avez pas de temps. Mais est-ce que vous voulez vous embarquer dans un truc dont je ne sais même pas quand ça va commencer, si j'aurai l'argent? C'est impossible. Voilà. Et puis après, il faut monter un projet en 20 pages. Il faut présenter toute l'équipe. Alors, comme j'avais un consortium avec 12 personnes, j'avais des tableaux à non plus finir. Il faut proposer le concept et il faut convaincre des gens qui n'y connaissent rien. Donc c'est juste impossible. Pour le plaisir, je vous montre deux évaluations qu'on avait eues. Quand on donne le dossier, il y a une première évaluation, après il y a un avis final. Ben, la première disait les objectifs du projet sont très clairs, l'approche suscite à la lecture un espoir réel, etc. Le deuxième, c'était la qualité et l'ambition n'apparaissent modérées à faibles, le concept précision ne sont pas défini. Il y a trop de fautes de grammaire pour que j'arrive à comprendre. C'est pour montrer comment un tel sujet, on va avoir soit des gens, de toute façon, c'est des gens qui n'y comprennent rien parce que c'est pas leur domaine, mais dès qu'ils vont être positifs, qu'on va dire, bah oui, il faut faire quelque chose. Et puis en fait, on est passé par le côté, comme ils comprennent rien, ils ont pris tout ce qui allait mal pour rejeter le projet. Et ça se termine avec cet avis final qui m'a beaucoup énervé, maintenant j'en souris, c'est là, bien sûr, la recherche doit faire quelque chose, mais ça ne sera pas avec vous. Et j'ai une amie à Sciences Po, quand je lui ai raconté tout ça, elle me dit, mais bon, t'as perdu, mais ils ont pris un autre projet équivalent. Mais je lui dis, mais non, bien sûr que non. Ils n'ont aucun projet sur le sujet et ils se permettent de me dire que comme il y a des fautes de grammaire, on ne va pas faire. Bon, j'étais énervé. Maintenant, je ne suis pas trop énervé parce que je pense que ça aurait été très, très compliqué avec le montage, mais quand même, ça montre quelque chose. C'est-à-dire que la recherche fait rien et on lui présente quelque chose et ils prennent même pas l'opportunité de lancer le mouvement, parce que un des objectifs du projet, c'était aussi, dans l'analyse un peu exhaustive, de donner des pistes d'autres projets de recherche, de commencer à mettre la recherche française, de dire, ah ben, peut-être en IA, vous pouvez faire ça, des choses comme ça, parce que les gens ont tellement peur de la pédocriminalité, il faut leur présenter sous une forme plus scientifique. Donc, je disais, ben, pour estimer un projet comme ça, il faut maîtriser les concepts et les objectifs politiques, entre guillemets. Mon objectif, c'était pas de faire une thèse, c'était de transmettre quelque chose aux décideurs pour qu'ils agissent. Mais ça dépasse complètement les organismes de recherche. Donc, je dis, en fait, c'est pas à moi de proposer, c'est à eux de demander. Et puis au final aussi, je me suis rendu compte de toute façon, c'était très complexe. Et quand bien même j'obtiens des résultats, on aura obtenu des résultats, mais j'ai l'impression que personne n'aurait été intéressé. C'est pas un petit projet de recherche, même si c'est très bien d'avoir eu toute cette réflexion. C'est pas un petit projet de recherche qui va faire changer les modes de fonctionnement. Ça va aider, mais je me rends compte que
Il y a un an, je disais à Muriel, tout seul, vous n'allez pas y arriver. J'ai dit, moi, la seule chose que je peux faire, c'est de la recherche. Mais aujourd'hui, je dis, mais même ça, ça sert à rien. Il faut monter plus haut. Voilà. Donc, j'arrive à ma conclusion. My two cents, c'est une expression qu'on dit souvent en informatique. Ça veut dire, voilà, mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Je prétends pas avoir raison, mais voilà, un petit peu un résumé, quelques idées en vrac, avec la dernière qui est la principale. Donc d'abord, vraiment, moi, j'ai l'habitude, bien sûr, ce ne sont pas des problèmes humains, mais j'ai l'habitude de résoudre des problèmes techniques. J'ai fait ça toute ma vie. J'ai déployé des systèmes de dizaines de millions d'euros pour la défense, pour l'administration, etc. Donc j'ai l'habitude des choses complexes, c'est le propre d'un ingénieur. Et plus je suis rentré dans ce domaine, plus je trouve que les problèmes à résoudre sont colossaux. Il n'y a rien qui va. Tout est compliqué, la loi, le côté sensible, le fait que ce soit des enfants qui ne peuvent pas se protéger, le fait que de l'autre côté, il y a des gens qui sont éventuellement malades, après, il y a des gens qui veulent ignorer, il y a des corporations qui se... Enfin, c'était en même temps très décourageant et en même temps, à chaque fois, je me disais, ben, c'est tellement compliqué que sûrement l'ingénieur que tu es peut apporter un petit bout. Voilà, ça ne résoudra pas tout, mais il y a tellement de choses à faire qu'on peut apporter un petit bout. Après, il faut maintenant apporter une vision projet. Je vais y revenir. Les recommandations, ça va un moment, et après, il faut passer à des choses plus. Il faut analyser ces recommandations, il faut spécifier, concevoir, déployer, valider, chiffrer, etc. Il faut mettre de la méthode que c'est pas des médecins, c'est pas des pédopsychiatres, c'est pas des victimes, ça c'est pas leur métier de faire ça. Il faut amener des gens qui ont cette vision projet, qui sont complémentaires, hein. Je suis pas en train de faire une échelle de valeur, mais chacun amène ce qu'il faut. Il n'y a pas de solution ou de méthode magique. Ça, vraiment, la technique, ce n'est qu'un outil. Des fois, je dis un petit peu, je m'embrouille amicalement avec Muriel. Je dis, fais attention, la technique, c'est qu'un outil. Il faut d'abord que les mentalités soient prêtes à changer. Ce que j'appelle dans les projets la conduite du changement. Nombre de solutions que j'ai déployées dans ma carrière, on arrive, ça marche très bien, sauf que les utilisateurs ne veulent pas l'utiliser. Donc il y a toute une stratégie. Oui, je dis le mot stratégie, mais c'est ça, pour les convaincre. Il faut les convaincre doucement, il faut leur montrer, il faut les accompagner, il faut faire un petit pilote, il faut faire. C'est pas, et donc, et là-dedans, c'est une telle complexité, j'ai utilisé le mot bordel, mais c'est une telle complexité, les gens sont tellement de profils différents, etc., que quelle que soit la solution, d'abord, elle ne sera pas magique et elle ne marchera que si tout le monde adhère. Donc, il faut avancer doucement, il faut montrer tout ce qu'on apporte. Cette association, vous faites à la main, machin, regardez ce truc, c'est déjà prêt, vous allez voir, ça va vous faciliter la vie. Vous ferez la même chose qu'avant, plus facilement. Et en plus, j'ai toutes ces choses en plus que ça va vous apporter. C'est comme ça qu'il faut que la technique, ça apporte quelque chose. Donc, c'est vraiment un travail en commun. Mais tout ça sont des choses qu'on a l'habitude de faire, hein. Alors, une petite idée, c'est qu'il faut, c'est simple ce que je suis en train de dire, mais en particulier sur les réseaux, il faut d'abord protéger les enfants. Empêcher les prédateurs, essayer de courir après les prédateurs, c'est très compliqué. Et je donne un exemple, en cybersécurité, on se fait attaquer toute la journée. Toute la journée, les gens essaient de rentrer sur les systèmes, voler, mais on ne leur court pas après. On ne pose même pas plainte. On se focalise à protéger les cibles. Et donc, dans certains, je sais que c'est un peu basique, hein, ce que je suis en train de dire, mais comme je vois, on ne sait plus où mettre la priorité, mon avis, mais encore, hein, c'est parce que j'ai vu, je crois que c'était hier, je ne vais pas la citer, mais quelqu'un de très connu, une ancienne victime qui est sûrement quelqu'un de très bien, qui dit on peut pas, il faut arrêter avec la prévention du gamin. Ton corps, c'est ton corps, ça marche pas, etc. On peut pas leur faire porter le poids des prédateurs. Ouais, bah, peut-être qu'on peut pas, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui me semble être le plus efficace. Je préférerais qu'on puisse empêcher les prédateurs, mais c'est là
une sorte de pragmatisme en disant commençons vraiment, vraiment par protéger les enfants. Ça, c'est plus facile. Et puis après, on va essayer d'empêcher les prédateurs. Les victimes sont des victimes. Ça veut dire que les victimes, elles peuvent pas trouver les solutions. C'est pas leur métier. J'espère que c'est pas dur à dire ça, mais c'est ça. Là, je suis vraiment très critique. J'étais horrifié des fois. Enfin, pas horrifié, alerté. Pas horrifié, mais c'est alerté. Je me dis, mais non, c'est pas bon, c'est pas, quand je suis victime, c'est pas pour ça que je sais ce qu'il faut mettre en place pour trouver la solution. Je dois exprimer le besoin, je dois aider, mais je peux facilement me faire emberlificoter par des trucs un peu magiques. Oui, je suis là, je vais vous sauver, etc. Donc il faut vraiment euh, remettre les victimes à leur place, entre guillemets, mais faut venir les aider. Voilà, ça. C'est comme pour l'instant, elles sont toutes seules, elles essayent de trouver des solutions, mais il faut amener des gens qui cherchent des solutions, qui éventuellement, comme moi, n'ont rien de victime, qui ne connaissent rien ou pas, mais juste qu'il y a un moment, je répète, comme je l'ai fait dans plein d'autres domaines pendant la carrière, à un moment, je prends le problème et puis je l'analyse de fond en comble, aidé par ceux qui connaissent le terrain, et après, on essaye de trouver des solutions. Prévention, prévention, prévention. Ça encore, c'est une évidence, mais là, c'est un peu pareil qu'en cybersécurité, mais c'est pareil que tout, la prévention, c'est toujours pareil. Mais là, dans la pédocriminalité, c'est un tel chemin de croix, tout est un chemin de croix, poser plainte, un procès, un machin. Il faut vraiment. Alors, malheureusement, comme souvent ceux qui parlent, ils sont déjà victimes. Donc, et bien sûr, il faut les aider à aller mieux, etc. Mais il faut vraiment vite essayer de tout faire pour réduire ce chiffre de 160 000. Et puis, il faut s'inspirer de d'autres domaines. Alors, vous allez peut-être être surpris, mais je vais vous parler de la sécurité routière. Et c'est vraiment c'est amusant parce que c'est préparer ces planches pour aujourd'hui qui m'a emmené au bout du cheminement de ce qu'il fallait que je trouve. Alors, rapidement, c'est quoi l'histoire de la sécurité routière? C'est qu'à un moment, il y a tellement de morts sur les routes qu'on dit qu'il faut faire quelque chose. Et donc, on crée la sécurité routière. Alors, je crois que c'était la DSSR, SCR, maintenant ça s'appelle la DCR. Bon, toujours est-il on crée quelque chose pour lutter contre ça, quelque chose d'interministériel. On lui donne un budget, un bilan, des campagnes de communication. Je me suis rendu compte qu'ils ont même un fonds pour faire des projets de R&D. Donc, ce n'est pas des gens que je vais devoir convaincre qu'il faut faire de la recherche en sécurité routière. Ils le savent, donc ils demandent aux gens de venir. Donc, je fais le parallèle avec la pédocriminalité. Ils font des études, des évaluations. On va aller très très vite sur ce schéma. La sécurité routière, ça a commencé dans les années... c'est pas fait comme ça, mais on a commencé à prendre le problème dans les années 70, et puis après, ça s'est accéléré. Et donc là, on voit le nombre de morts qui était à peu près à 18 000. On est redescendu à 3 000, alors que la courbe bleue, c'est le nombre de milliards de kilomètres côtiers. Ça veut dire dans le même temps, il y a eu beaucoup plus de voitures, beaucoup plus de gens, Et donc, si on n'avait pas mis la sécurité routière, mais on serait à des centaines de milliers de morts sur les routes. Mais à un moment, on s'est rendu compte, il faut faire quelque chose. Donc, si on compare avec notre problème, en gros, aujourd'hui, on n'a que 33 000, c'est énorme, hein, mais on n'a que 3 000 morts par an, alors on a 150, 160, 100 000, peu importe, on a un chiffre colossal d'enfants qui seront marqués à vie. Le coût estimé pour la société de la sécurité routière, ça se compte, et ça c'est l'ingénieur, ça se compte en dizaines de milliards. Alors c'est 50 milliards, c'est 40 milliards. Si on regarde pour les enfants, on a dit c'était 10 milliards, il y en a d'autres c'est 10, c'est 38. Donc même si c'est 10, 20, enfin, on est dans un ordre de grandeur similaire. Je ne sais pas, c'est pas exactement pareil. Mais aujourd'hui, je pense quelque chose qui est nouveau, peut-être dans les 15 dernières années, c'est que, peut-être plus, je ne sais pas, maintenant on sait que ça existe, tout le monde le sait, et on sait que ça a un coût, et on sait qu'un enfant qui a été agressé, il va porter ça toute sa vie. Je pense, là c'est vraiment le novice qui parle, je pense qu'avant on pensait que c'était juste, c'était pas bien,
Et que le gamin, après, il allait mieux. Alors que là, on voit, et que donc ça a ce fameux coup sur la prise de médicaments, sur les addictions, sur les suicides, sur la perte de productivité. Et on retrouve, si vous allez voir sur le site de la sécurité routière, vous retrouvez exactement ces mêmes termes. Perte de productivité, des choses comme ça. Il n'y a peut-être pas addiction, mais il y a perte de productivité, etc. Et donc, eux, ils utilisent des moyens, ils ont un permis de conduire, une limite pour les conducteurs débutants, des panneaux, ça c'est moi qui ai listé ça, et je disais, en faisant ça, j'ai dit, on a un petit peu discuté avec Muriel, juste en regardant de loin, je dis, mais euh, aujourd'hui, le téléphone, c'est une sorte de véhicule pour rentrer sur Internet, et personne n'apprend aux gamins comment conduire ce véhicule. Ils partent là-dedans, billes en tête, ils vont sur les sites porno, ils ont toute la limitation, ils ne sont pas limités, ils vont où ils veulent. Alors qu'en voiture, pour éviter les accidents, y compris pour les conducteurs débutants, on leur dit, vous devez passer un permis, vous devez rouler doucement. Alors, c'est un peu rêveur ce que j'ai dit, mais pourquoi les gamins, ils n'ont pas le droit de conduire trop vite, etc. Et par contre, ils ont le droit d'aller se massacrer sur les réseaux, etc. Donc peut-être on pourrait imiter et imaginer que jusqu'à 15 ans, les téléphones soient bridés. Techniquement, c'est pas super compliqué, hein. C'est des choses comme ça. Peut-être qu'on pourrait imaginer qu'il y a une petite formation, je ne veux pas dire un permis d'utiliser un téléphone, mais une petite formation pour les enfants avant qu'ils prennent un téléphone. Aujourd'hui, qui les forme? Ce n'est pas leurs parents, ils ne savent pas utiliser, c'est les autres enfants qui vont leur montrer, tiens, regarde, là, il y a les sites porno, là, il y a les sites de rencontres où tu vas un truc, machin, enfin, c'est n'importe quoi. Et là, j'ai repris cette courbe. Ça, c'est la sécurité routière, mais alors, on voit rien, mais c'est pas grave. C'est juste pour montrer qu'il y a plein de. À chaque fois qu'on a pris des décisions, ben, on a amélioré. Après, il y a tout un débat sur la limite de la vitesse, mais euh, on a fait quelque chose. On a pris des décisions. Alors, bon, pour la sécurité routière, c'est plus simple parce que c'est essentiellement le taux d'alcoolémie et la vitesse, mais on a fait quelque chose. Aujourd'hui, alors quand je dis ça, ça me semble tellement évident, on a un nombre énorme d'enfants qui vont devenir des adultes, qui sont euh, euh, blessés à vie par ce système. Et pour l'instant, on est encore à discuter, faire une commission, faire des trucs. Les choses, je trouve, les choses se sont accélérées et que maintenant, vraiment, il faut passer à une vitesse supérieure. Alors, j'ai pris quelques chiffres pour montrer le budget de la sécurité routière, merci ChatGPT, rien qu'en prévention, ils ont 10 à 15 millions d'euros par an. Je crois que l'année dernière, il y avait la campagne 160 000 enfants. Je crois que c'est Cobel qui avait plus ou moins aidé. J'ai bien compris, c'était la première fois depuis 20 ans. C'est-à-dire les enfants ont fait un spot tous les 20 ans. Et on marche sur la tête. La sécurité routière, c'est partout. Faut pas boire, faut pas ceci, tous les trucs, machin, à l'école. Je ne comprends pas. Excusez-moi, je m'emporte quand je parle de ça. Je dis, quand on compare, il y a un truc qui ne va pas. À défaut, peut-être qu'il ne faut pas mettre 47 millions d'euros, même si on met que 10, mais il faut mettre une entité qui fait quelque chose et qui surveille et qui obtient des résultats. Donc j'avais retenu ça, c'est les 10-15 millions et les 3-5 millions de recherche. Chaque année, il y a une vingtaine de projets en France sur la sécurité routière. Et sur la pédocriminalité, il n'y a rien. J'ai bientôt fini, accrochez-vous encore un peu. Pour finir, je voulais vous parler de cybermalveillance.gouv.fr. Pourquoi? Parce que, en fait, euh, cybermalveillance.gouv.fr, c'est exactement un exemple euh, qui, d'une prise de conscience. D'un coup, on s'est dit, il y a trop de cybermalveillance, il faut faire quelque chose, ils ont créé un GIP. Et il se trouve, c'est vraiment un hasard, parce que mon réseau est très très limité, parce que je n'ai jamais voulu avoir un grand réseau. Il se trouve que je connais le patron de cybermalveillance.org, qui est un ancien, un partenaire. Et quand ils ont monté cybermalveillance.org, c'est lui qui m'a dit, il faut qu'on fasse comme la sécurité routière. Et c'est ça qui m'est revenu, et c'est pour ça que cette semaine, j'ai fait ce parallèle, et je me suis rendu compte à quel point, plus encore dans la cybermalveillance, la sécurité routière, c'est vraiment un parallèle énorme avec la sécurité des enfants.
ça fait des dégâts, ça fait des dégâts psychologiques, ça fait des dégâts qui sont portés par la société, etc. Et on a mis des moyens et on a réussi à baisser. Et donc, si on met des moyens sur la pédocriminalité, on va réussir à la faire baisser. Donc, en conclusion, il faut, là, je parle un peu, c'est facile, mais c'est bien parce que c'est parce que je suis de l'extérieur que je peux parler comme ça. On est comme dans l'eau chaude qu'on fait bouillir avec les grenouilles. L'eau est chaude, il faut sortir du bain et il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que il y a je pense que tout le monde était paralysé parce que la prise de conscience n'était pas là. Et donc, on a commencé avec la SIAZ, après, il y a eu la première civisme, maintenant la deuxième civisme, mais je- il me semble que maintenant, cette phase, elle est terminée. Maintenant, ça s'auto-alimente. Pourquoi j'ai mis automotive? C'est s'auto-alimente parce qu'on voit dans le cinéma, c'est sorti, dans le sport, c'est sorti, dans l'armée, c'est sorti, enfin, l'armée, c'est plutôt des adultes. Mais c'est en train de sortir, il faut, je pense qu'il n'y a plus besoin d'accompagner. On peut aujourd'hui estimer l'ampleur du phénomène et son coût sociétal, même si c'est à 5 milliards près, on s'en fout, c'est 10, 15, 20, on voit le montant. Donc, j'ai en parallèle la phase d'expression du besoin, c'est-à-dire il ne faut pas s'asseoir, faire on a des recommandations, il faut les analyser pour mettre en place. Et donc, on ne sortira pas, quand je dis on, c'est tout le monde, hein, s'il n'y a pas une entité quelque part qui prend les choses en main. Sinon, tout le monde va continuer à se battre avec ces petits moyens comme ça. Et, imaginez si on n'avait pas la sécurité routière et que telle ville y met des panneaux, d'autres y mettent une limitation, d'autres ils apprennent à leurs enfants à conduire, d'autres ils apprennent pas. Enfin, c'est ça, donc là, il faut organiser. Et je reprends, je suis en discussion avec un ami psychiatre en ce moment, et il a souligné à juste titre, donc il découvre aussi un peu tout, enfin il découvre pas, excusez-moi, enfin s'il découvre tout ce que je lui présente, il connaît ça, et il me dit, on était au lycée ensemble, donc on a à peu près le même âge, il me dit, après 30 ans de, de- de profession, il est psychiatre à Sainte-Anne, il me dit, mais je me rends compte évidemment qu'il y a peut-être 30% ou 40% de mes patients, le mal vient de là. Donc c'est le cœur, c'est là qu'il faut. Alors c'est évident, quand il voit tout ce dont on a discuté, il dit, mais bien sûr que c'est là qu'il faut mettre les moyens, parce qu'après on va réduire le nombre de patients adultes. Et donc, il me faisait remarquer, ce qui est plutôt un bon signe, c'est que tout le monde dit que l'année prochaine, ça va être l'année de la santé mentale. Et donc, il y a un créneau, mais je n'ai pas encore le secret de comment le faire, hein, mais il y a un créneau peut-être pour arriver justement à faire prendre conscience de tout ça et mettre en place quelque chose de mieux organisé. Pour finir, comme vous avez bien écouté, je voulais montrer ces pistes de réflexion. Alors, c'est vraiment, c'est une annexe, mais c'est pour dire que je pense que si tout le monde se met à réfléchir, enfin, s'il se met à réfléchir avec d'un côté solution, il y a aussi des choses, c'est pas forcément des milliards qu'il faut, il y a des choses, bien sûr que là, je résous pas tous les problèmes. Il y a quand même des choses qui peuvent être faites qui sont pas si chères. Donc, je pensais par analogie, parce que je travaille beaucoup par analogie, dans tous les bâtiments, il y a tout le temps un panneau pour se sauver s'il y a l'incendie. Bah, pourquoi on ne rendrait pas obligatoire dans tous les vestiaires, dans toutes les écoles, surtout dans les vestiaires de sport, je ne sais pas moi, les 5 principes de prévention des enfants, ne dois pas rester tout seul avec truc, le moniteur ne doit pas truc, si un de tes copains, machin, tu appelles tel numéro, etc. Bon, ça coûte quoi? 2 euros par panneau plastifié qu'on met partout, mais ça serait obligatoire. Et ben, déjà, les profs ou comment ça s'appelle, les entraîneurs, ça va déjà un peu les refroidir. Parce que de voir tous les jours qu'il y a ça qui est marqué, rien que ça va les refroidir. Et bien sûr, les enfants, s'ils ont un problème, ça pourra les aider. Je répète, ça va pas tout résoudre. Mais il faut sortir le truc du placard. On ne peut pas dire, il y a-
je sais pas comment dire, c'est comme si on disait, il y a plein de morts sur la route, mais on va cacher les panneaux, il faut surtout pas en parler. Mais non, il faut en parler, il faut que ce soit partout, faut pas se cacher. Ton entraîneur, il n'a pas à te toucher, point barre, c'est juste une évidence, on le dit très tranquillement, et on le rappelle à tout le monde, à l'enfant et à l'entraîneur. Après, là, c'est un petit peu plus subtil, mais je voyais tous ces cas d'enfants qu'on renvoie chez leurs parents, on ne sait pas qui est l'agresseur, machin. Bon, la montre connectée ou d'une manière générale, des systèmes connectés qui surveillent les constantes, ça aussi, ça peut permettre de, de décourager ou de prouver quelque chose. C'est-à-dire, si tous les soirs, à l'heure que le gamin il dit, il y a son rythme cardiaque qui passe à je ne sais pas combien ou je ne sais pas quoi, ça peut confirmer qu'il y a un problème. C'est complètement imparfait ce que je suis en train de dire, mais c'est juste l'idée, c'est nouveau. Les objets connectés, on en parlait avec Muriel pour les petits bébés, je crois, mais ça peut servir peut-être à d'autres choses. De, 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 de- D'avoir là, on est vraiment dans la notion de détection d'incidents qu'on a dans la cyber, c'est-à-dire qu'il y a la montre connectée, même, c'est peut-être délirant ce que je dis, mais dans un foyer, j'ai bien compris, dans les foyers, les gamins sont violés par d'autres gamins qui ont été violés. Ben, si tout le monde a une montre connectée qui se met à biper dès que les montres se rapprochent au milieu de la nuit, ben, c'est peut-être, je sais pas, peut-être débile, mais il faut tout essayer. Bon, quelque chose de plus simple. On parle de communication. Un endroit où se passe beaucoup de cyberpédocriminalité, c'est bien sûr sur Internet et via les mobiles. Bon, tous les fournisseurs d'accès, ils ont l'adresse de celui qui paye l'abonnement. Ben, on pourrait rendre obligatoire, là encore, ça coûte quand même pas grand-chose, parce que c'est des mails. Tous les ans, parce qu'il envoie la facture, ben, tous les ans, campagne de protection de l'enfance. On rappelle, si vous allez sur les sites pédopornographiques, vous êtes passible de ça, de prison. Si vous regardez ça, vous êtes passible de prison. Et puis à la fin, on marque en gros, n'oubliez pas que la loi nous oblige à fournir vos adresses IP, machin, que même sur le dark web, vous n'êtes pas, même en exagérant un peu, mais en rappelant, puisque ça passe par là, en rappelant tous les ans, c'est un créneau de communication en plus. Avant-dernière idée, définir, ça c'est aussi un truc classique en ingénierie, c'est définir une méthode de calcul de dangerosité des réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi à tous les critères, mais on pourrait comparer les réseaux sociaux. Voilà, votre enfant, s'il a moins de 12 ans, il va sur Facebook, il a une chance sur pas quoi, qu'au bout de 45 secondes, il soit sollicité par un pédophile. Sur LinkedIn, il n'y en a pas. Sur WhatsApp, c'est 2 jours. Sur machin. Faire un classement. Donner le taux comment on dit, médiateur, là, modérateur, pardon, de modérateur, et créer une sorte déjà de name and shame, de dire, voilà, ces réseaux-là, en 30 secondes, on le connaît, je pense que vous avez entendu certaines choses, on dit des chiffres, mais on ne les a pas comparés, il faudrait comparer tout le monde. Alors, je m'arrête une seconde sur rencontre ado, parce que ça m'avait choqué j'ai essayé de travailler. Donc, rencontre ado, c'est un site où on rencontre les ados. Mais c'est ouvert, je crois, de 12 ans à 25 ans. Donc déjà, bon, même s'il y avait une vérification, on peut déjà être 25 ans, être un jeune homme de 25 ans et draguer une jeune fille de 12 ans, officiellement. Alors si on cache son âge, c'est encore pire. Donc, comme ça avait fait un peu de bruit sur Internet, j'étais allé voir et le premier jour où je suis venu voir, en fait, il y a un bandeau d'accueil. Je ne vous ai pas mis les copies d'écran, mais il y a des messages qui sont libres, qui sont pas dans le. Il n'y a pas besoin de s'authentifier. Et je tombe sur des messages avec des noms Pete, cher sexe, enfin des trucs. Bon, après, ces gamins, ils font un peu ce qu'ils veulent avec leur pseudo. Et à un moment, je vois une jeune fille qui pose en culotte dans sa salle de bain, qui se prend en photo dans le miroir.
Bon, c'était pas super choquant, mais c'était quand même un peu choquant. Et donc, je me rends compte que, et alors quand on rentre dedans, mais c'est plein de ça. Alors, c'est pas, je sais même pas que c'est même pas condamnable, mais toutes les jeunes filles avec des positions qui copient ce qu'ils voient à la télé. Mais je disais, rencontre ado, alors en plus du fait que c'est pas vérifié, c'est un peu comme une bergerie où on mettrait des photos des moutons devant la bergerie pour attirer le loup. C'est-à-dire que même sans s'authentifier, on rentre et déjà on voit même un type qui est juste un peu tordu, il dit oh, il y a déjà des jeunes filles qui se montrent en culotte. Enfin, on marche sur la tête. Et bien sûr, tout le monde peut rentrer dedans sans vérifier son âge, etc. Et donc, tout ça, c'est. Là, pour le coup, je suis un expert d'Internet. Sur Internet, il y a des choses qui se passent qui seraient inimaginables dans le monde réel. Imaginez par exemple je sais pas, un endroit où les jeunes font la fête et qu'on mettrait, ça serait interdit aux adultes, sauf s'ils se déguisent, mais on mettrait des photos des jeunes filles en culotte devant dans la rue pour que les types, ça leur donne envie d'entrer. Donc tout ça, c'est pas si compliqué de formaliser et de publier cette information. Et puis la dernière idée, ça c'est encore mon copain psychiatre, il dit, mais il y a tel argent qui est fait dans l'industrie de la pornographie. Alors c'est moins que je pensais, j'ai vu là, avant de la réunion, c'est 8 milliards. C'est estimé à 8 milliards. Mais comme là, j'en parlais avec Muriel, ces sites pornographiques qui refusent de mettre des moyens d'authentification, ils créent des prédateurs. Parce que le type qui est un petit peu barré, il va là-dessus. Là, pour le coup, c'est ce que j'ai entendu, c'est que en recherchant des trucs de sexe extrême, bah, ils finissent pas de tomber sur les viols des enfants, ce qui est l'extrême de l'horreur, et ils en deviennent, après être addicts à la pornographie, deviennent addicts aux violences des enfants. Et si ce n'est pas que ça, c'était l'autre chose, c'est de dire les gamins, j'aime beaucoup ce parallèle, les gamins qui apprennent le sexe en regardant la pornographie, c'est comme un type qui apprendrait à conduire en regardant Speed and Furious, là, Fast and Furious, ces trucs où tout le monde court à toute vitesse. Et donc, ces sites de pornographie qui refusent de se protéger créent des types un peu dérangés. Donc, la moindre des choses, c'est déjà d'aller leur taxer un peu d'argent pour essayer de réparer leurs méfaits. Et c'est pas, bon, s'ils font des milliards, on peut prendre un tout petit peu pour sauver nos enfants. Bon, ça c'est très politique, mais c'est mon copain psychiatre, il dit, comme à l'Assemblée, on taxe tout le monde, ben, taxons au moins intelligemment l'industrie du porno pour des bonnes raisons. Voilà,